Et si cette douleur chronique, cette lourdeur pelvienne que tellement de femmes finissent par ignorer ou endurer pendant des années, Mhm. et si c'était pas juste un simple défaut de fabrication de la machine humaine? Ouais, c'est la grande question. Et si c'était en réalité une sorte de mémoire physique, un mot ou une tension que le système nerveux n'a jamais pu prononcer et qui a fini par se solidifier? C'est une perspective qui bouscule complètement notre vision très clinique du corps humain. C'est clair. On a tellement l'habitude de la radiographie bien nette, tu voyais, c'est cassé ou ça ne l'est pas. Ouais, on veut du binaire. Exactement. Mais quand on entre dans la sphère de la santé féminine, on se heurte très souvent à ce qu'on pourrait appeler un véritable brouillard diagnostique. Et c'est justement pour dissiper un peu ce brouillard qu'on lance cette nouvelle exploration approfondie aujourd'hui. Tout à fait. On va plonger dans un document vraiment fascinant. Ça s'intitule « Le protocole kyste et fibrome, 21 jours pour libérer ton utérus et alléger ton féminin cellulaire ». C'est un sacré programme. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est rédigé par Jean-Louis Dossou, qui est éducateur en santé intégrale. Et je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de distribuer des ordonnances. Non, bien sûr que non. C'est vraiment de comprendre la mécanique. On veut voir comment notre biologie, notre environnement quotidien, de la poêle dans laquelle on fait cuire nos œufs jusqu'à nos émotions les plus enfouies, Ouais. comment tout ça s'entremêle pour créer ce que l'auteur appelle une stagnation. Et l'approche de Dossou, elle demande un changement de paradigme, mais alors immédiat, quoi. C'est-à-dire, Il nous invite à arrêter de voir le kyste ou le fibrome comme un espèce d'envahisseur extraterrestre ou comme une erreur de codage aléatoire du corps. on a souvent l'impression que c'est la faute à pas de chance. Voilà. Alors que lui pose l'hypothèse que ces masses, ce sont en fait des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme. Ouais, ce seraient les conséquences purement logiques d'un système nerveux qui est resté bloqué en mode survie pendant beaucoup trop longtemps. D'accord. Alors, décortiquons un peu ça, parce que je veux vraiment comprendre comment on passe d'un simple stress nerveux à une masse physique dans l'utérus. C'est le cœur du sujet. Mais avant d'en arriver à la mécanique du stress, il faut qu'on redéfinisse les termes, parce qu'on met souvent tout dans le même panier, non? Ah oui, totalement. Et la source fait une distinction très précise entre les différentes formations. Par exemple, le kyste fonctionnel. Dossou, il le décrit pas comme une pathologie lourde, mais presque comme un hockey de la nature. C'est une super image. Le kyste fonctionnel, c'est fondamentalement un follicule, donc la petite poche qui contient l'ovule, Mhm. et cette poche n'a tout simplement pas réussi à éclater au moment de l'ovulation. D'accord, donc c'est juste un raté ponctuel. C'est ça. C'est un cycle qui s'est mis en pause. C'est temporaire, c'est fluide, c'est lié à un dérèglement hormonal passager. Ok. Et le kyste organique alors? Le kyste organique, lui, représente une accumulation beaucoup plus ancienne. C'est pas un hoquet, c'est un déchet cellulaire qui s'est enquisté, qui a littéralement construit un mur autour de lui. Ah ouais, l'ambiance n'est pas la même. Et ensuite, on a le fameux fibrome utérin. Oui, Et là, si on parle purement vocabulaire médical, c'est un nœud de muscle lisse qui se développe directement dans la paroi de l'utérus. exactement. Mais ce qui m'a frappé dans le texte, c'est l'expression que l'auteur utilise pour le décrire. Il l'appelle une parole retenue. C'est très fort comme image. C'est hyper poétique et en même temps un peu glaçant. Ça suggère une tension qui s'est contractée et qui est restée complètement figée au fil des mois, voire des années. C'est là que la physiologie rejoint presque la métaphore, en fait. Mais si on reste sur la physiologie pure pour le moment, Ouais, restons sur la machine. qu'est-ce qui nourrit cette masse indésirable? Le concept central ici, c'est la dominance œstrogénique. La dominance œstrogénique. D'accord. Pour faire très simple, l'équilibre hormonal féminin, ça repose sur une danse hyper délicate entre deux hormones principales. D'un côté, on a les œstrogènes. Qui font quoi, eux? Ils construisent. Ils font proliférer les tissus en première partie de cycle. Et de l'autre côté, on a la progestérone. La fameuse progestérone. Voilà. Et elle, son rôle, c'est de maturer, de calmer et de réguler tout ça en deuxième partie de cycle. Attendez, j'aime bien utiliser une petite analogie pour visualiser ça, parce que sinon, la biochimie, ça devient très vite abstrait. Je vous en prie. Imaginons que l'utérus, ce soit un jardin. Ok, un jardin. L'estrogène, c'est l'eau et l'engrais. C'est vraiment l'hormone de la prolifération. C'est elle qui fait pousser la pelouse, les fleurs, les gros buissons. C'est ça pousse dans tous les sens. Mais de l'autre côté, on a la progestérone, et elle, ça serait notre jardinier. Ah, j'aime beaucoup ça. Le jardinier, il passe avec son sécateur, il élague, il structure le tout. Il empêche le jardin de devenir une espèce de jungle incontrôlable. C'est exactement ça. Donc, si le jardinier disparaît,
ou s'il y a beaucoup trop d'engrais d'un coup. Les cellules prolifèrent de manière totalement anarchique. Votre analogie du jardinier est redoutablement précise. Merci. Et quand cette jungle s'installe, elle crée un environnement très très spécifique dans le corps. Ça amène de l'inflammation et de la congestion pelvienne. De la congestion. Dessous, il compare d'ailleurs le bassin féminin à un grand delta. Un delta de fleuve. Ouais, si on a un mode de vie très sédentaire, genre si on passe 8 heures par jour assise face à un écran d'ordinateur, on coupe littéralement le mouvement de marée de ce delta. Ah, je vois. Donc le flux sanguin et lymphatique est complètement ralenti. Exactement. Le sang afflue vers le bassin pour le molaire, mais il repart très difficilement. Hmm. Du coup, les sédiments cellulaires, les toxines et surtout les excès hormonaux, ils sont plus du tout lavés par le flux. Il reste coincé là. Ils s'accumulent au fond du delta, ils stagnent, l'eau devient marécageuse et ces débris finissent par se solidifier pour former ces fameuses masses. D'accord, donc c'est ça la mécanique physique de la stagnation. C'est fascinant. Oui, Donc si je vous suis bien, on a un bassin qui agit comme un marécage stagnant et une prolifération excessive parce qu'on a trop d'engrais et pas de jardinier. c'est le résumé parfait. Mais la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir d'où vient tout cet engrais. Qu'est-ce qui provoque cette surdose d'œstrogène à l'origine? Alors là, c'est là qu'entrent en scène ce que nous pourrions appeler les saboteurs silencieux. Ouh, ça fait peur. Et le premier coupable, il n'est pas à l'intérieur du corps. Il est dans nos cuisines, dans nos salles de bain. Attendez, dans nos cuisines. Oui, ce sont les perturbateurs endocriniens, et plus spécifiquement un type qu'on appelle les xénoestrogènes. Des xénoestrogènes. Des œstrogènes extraterrestres. Presque. Xéno, ça veut dire étranger, en grec. Ce sont des molécules synthétiques, chimiques, Ok. et elles ont une structure qui est tellement proche de nos propres œstrogènes qu'elles trompent notre corps. Ah, les arnaqueurs. Totalement. Elles viennent se fixer directement sur les récepteurs cellulaires, et on les trouve partout, dans les plastiques qu'on chauffe au micro-ondes, Le fameux Tupperware. voilà, dans les phtalates des cosmétiques conventionnels, dans les résidus de pesticides, et même dans l'eau du robinet si elle n'est pas filtrée. C'est terrifiant quand on y pense. Ça veut dire que nos cellules absorbent ces faux œstrogènes et le corps se dit super, on a plein d'hormones de croissance, allez, on construit. C'est exactement ça. Ils lancent les chantiers. Mais c'est qu'une moitié du problème, non? Parce que même s'il y a trop d'engrais, on en revient au jardinier. Où est passé notre jardinier? Où est la progestérone? Et c'est précisément ici que la mécanique devient brillante. Parce qu'elle relie l'utérus directement au cerveau. Au cerveau, d'accord. L'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est le grand chef d'orchestre dans notre crâne. Il surveille constamment notre environnement. Mhm. Et il y a un phénomène biochimique majeur que Dossou met en lumière dans le texte. On l'appelle le vol de la prégnénolone. Le vol? Ouais, ou le vol de la progestérone si on veut simplifier. Attendez, vous êtes en train de dire que mon cerveau va littéralement cannibaliser les hormones de mon cycle menstruel juste parce que je suis stressé par, je sais pas, une deadline au travail. C'est une question de priorité de survie, en fait. D'accord, expliquez-moi ça. La prégnénolone, c'est une hormone qu'on dit mère. C'est un précurseur. À partir de cette molécule de base, le corps a un choix à faire. Lequel? Soit il fabrique de la progestérone pour réguler le cycle menstruel et préparer une éventuelle grossesse, Ok. soit il fabrique du cortisol. La fameuse hormone du stress. Exactement. Le gros problème, c'est que l'usine de production, elle peut pas tourner à plein régime pour les deux en même temps. Laissez-moi deviner, si je suis stressé par cette fameuse deadline impossible, si je cours partout, que j'ai une charge mentale écrasante, mon cerveau déclenche l'alarme incendie. C'est ça. Il se dit « Alerte, on est attaqué par un tigre ». Et du coup, il détourne toute la matière première pour fabriquer le cortisol. Vous avez tout compris. Le cerveau, il s'en fiche de la reproduction à ce moment-là. Il donne la priorité absolue à la survie immédiate. Logique. Il vole la prégnénolone, qui était destinée à la progestérone, et il s'en sert pour inonder le corps de cortisol et fuir le tigre. C'est dingue! Conséquence mathématique, les niveaux de progestérone s'effondrent. Le jardinier quitte son poste pour aller éteindre l'incendie. Et c'est ce que l'auteur appelle le stress ovarien. C'est fou de se rendre compte à quel point tout est interconnecté. Vraiment. En fait, la fertilité, ou même juste le fait d'avoir un cycle sain et régulier, ce sont finalement des espèces de luxe biologique. Déluxe, c'est le mot. Le corps ne s'autorise ce luxe que s'il se sent en parfaite sécurité. S'il perçoit qu'on est en état de guerre permanent, il coupe les vivres au système reproducteur. C'est une économie d'énergie pure et simple. L'ovaire, il va pas dépenser des ressources pour créer la vie, ni même pour entretenir un environnement pelvien fluide, s'il faut d'abord sauver le reste de l'organisme d'un danger. Oui, c'est la survie de base.
Mais ce mécanisme de survie, Hmm. il se met pas en place du jour au lendemain, on est d'accord. Le corps ne se réveille pas un beau matin avec un fibrome de 5 cm sans avoir prévenu avant. Ah non, jamais. Il doit bien y avoir des signes avant-coureurs, des petits murmures avant la grosse tempête, non? Absolument. Et c'est là qu'on touche à l'un des problèmes majeurs de notre société moderne. C'est-à-dire? Nous avons collectivement normalisé ces signaux d'alarme. On les banalise. Ah oui, c'est vrai. Le premier d'entre eux, c'est les douleurs menstruelles intenses. On entend souvent dire que c'est le passage du sang qui fait mal. Ou pire, que c'est juste normal d'avoir mal quand on a ses règles. Ce que le document réfute complètement d'ailleurs. Mais totalement. Ce n'est pas le sang qui cause la douleur, c'est le muscle utérin lui-même. Le muscle se crispe, c'est ça? Voilà. S'il est enflammé, s'il est saturé de toxines et congestionné à cause de ce fameux effet de marécage dont on parlait, Ouais. eh bien, il va devoir se contracter avec une force mais complètement démesurée pour réussir à expulser l'endomètre. Imaginez un muscle hyper crispé qui essaie de pousser une charge contre une porte à demi fermée. Aïe, l'image fait mal. C'est cette ischémie, ce manque d'oxygène temporaire dans le muscle hyper contracté qui provoque cette douleur aiguë. Et j'imagine que c'est un peu la même logique pour les saignements extrêmement abondants, ce qu'on appelle les ménorrhagies médicalement. Oui, tout à fait. On a tendance à voir ça juste comme un mauvais moment à passer, un truc de famille. Mais si je suis la logique du texte, c'est une tentative désespérée de purge de la part du corps. C'est exactement le terme. Une purge. Le corps, il voit que le terrain est saturé, qu'il est surstimulé par les œstrogènes ambiants. Du coup, il crée une muqueuse beaucoup trop épaisse. Et il faut bien qu'elle sorte. Voilà, les saignements abondants, c'est le seul moyen mécanique qui lui reste pour vider ce trop-plein et tenter de retrouver un semblant d'équilibre. Ah. C'est le bouton d'urgence, quoi. C'est ça. Et puis il y a aussi des signaux plus discrets, mais tout aussi révélateurs, comme les troubles digestifs cycliques. Ah oui, le ventre gonflé avant ou pendant les règles. Exactement. On met souvent ça sur le compte de la rétention d'eau, tu sais, on dit c'est les hormones, mais la source explique qu'il y a une proximité neurologique très forte entre les organes, non? Oui, l'intestin et l'utérus, ils sont pas seulement voisins anatomiquement parlant, ils partagent les mêmes réseaux nerveux, Ah d'accord. notamment via le plexus hypogastrique. Donc, si l'utérus est lourd, enflammé, en pleine stagnation, il va irradier cette inflammation au tissu d'à côté. Donc l'intestin trinque aussi. Par sympathie nerveuse, oui. L'intestin va ralentir son péristaltisme, il va s'irriter et il va gonfler. Tout ça me fait penser au voyant lumineux sur le tableau de bord d'une voiture, vous voyez? Excellente analogie. C'est comme si le voyant de la pression d'huile clignotait en rouge. Ouais, Et au lieu d'ouvrir le capot pour vérifier le moteur, donc de chercher la vraie cause profonde du déséquilibre, ce qui serait logique, on prenait un bon gros morceau de ruban adhésif noir pour masquer la lumière. Hop, on voit plus le voyant qui clignote, on continue de rouler à 130 sur l'autoroute. c'est une métaphore redoutable. Et malheureusement, c'est très souvent le rôle que jouent les antidouleurs systématiques. Il masque le voyant, Ils mettent le scotch noir. et c'est pour ça que l'approche de Dossou, elle insiste tellement sur une écoute proactive. C'est-à-dire Ne pas attendre d'avoir mal. écouter les signaux faibles. Une douleur lombaire sourde qui s'installe, une perte de libido persistante, des cycles qui deviennent irréguliers. Ce ne sont pas des fatalités liées au vieillissement. C'est pas juste « oh là là, je vieillis ». Non. Ce sont des appels directs du nerf vague et des tissus conjonctifs. Le corps chuchote. S'il n'est pas entendu, il parle. Et s'il est complètement ignoré, il finit par crier sous forme de pathologie comme un kyste ou un fibrome. Bon. Le diagnostic du terrain est super clair. On a un delta bloqué, un cerveau en mode survie qui vole notre progestérone et des voyants rouges qui clignotent de partout sur le tableau de bord. Le tableau n'est pas réjouissant. La grande question maintenant pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on rouvre les vannes? Oh. Comment on décongestionne tout ça concrètement? C'est là que le protocole devient très opérationnel. Il propose 4 piliers fondamentaux. Ok, on y va. On commence par la fondation la plus évidente, l'alimentation. Oui. Et attention, le but ici, c'est pas de faire un régime minceur punitif. Pas du tout. Ouf, bonne nouvelle. C'est plutôt d'utiliser la biochimie des aliments pour modifier le terrain. Par exemple, il recommande l'introduction quotidienne de graines de lin fraîchement moulues. Des graines de lin, c'est pour les fibres, pour la digestion. Pas seulement. C'est surtout parce qu'elles contiennent des lignanes. Des lignales? Ouais, ce sont des phytonutriments spécifiques qui ont la capacité incroyable de se lier chimiquement aux récepteurs d'œstrogènes. Ah. Elles vont capturer les excès d'hormones qui circulent dans le sang pour les guider vers la sortie via le système digestif. C'est génial. C'est comme des petites éponges à hormones en fait.
Exactement. Et le document insiste aussi beaucoup sur la famille des choux. Le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles. Pourquoi cette obsession pour les crucifères? Pour une molécule très très spécifique qu'il libère au moment de la digestion. Ça s'appelle le DIM, Le dîme. ou diimdoliméthane, pour le nom barbare. On va garder dîme, c'est très bien. Bonne idée. Le DIM, c'est le meilleur ami du foie. Or, c'est le foie qui a la très lourde tâche de filtrer le sang et de dégrader les œstrogènes usés. D'accord, donc si le foie est fatigué, il fait pas son boulot de nettoyage. Et les œstrogènes retournent dans la circulation. Le DIM, lui, il vient soutenir les enzymes hépatiques pour s'assurer que ces hormones soient correctement neutralisées et éliminées. Malin. Et bien sûr, en parallèle de ça, on ajoute des épices comme le curcuma dans ces plats pour agir comme un véritable extincteur systémique sur l'inflammation. D'accord, donc on commence vraiment par modifier l'assiette, c'est la base. Oui, Mais si le premier pas, c'est de stopper l'inondation d'oestrogènes avec la nourriture, on arrive ensuite à un point du document qui m'a vraiment interpellé. ah, lequel? C'est concerne la mise en mouvement du corps. Le protocole recommande ce qu'il appelle le mouvement sacré. Mhm. Donc c'est-à-dire du qigong de l'utérus, du yoga pelvien très doux, des petites ondulations du bassin. Oui, des choses très fluides. Mais attendez une seconde. On nous rabâche à longueur de journée, dans les médias, partout, que pour être en bonne santé, il faut transpirer abondamment. C'est le dogme actuel, oui. Il faut faire du cardio à haute intensité, il faut brûler les toxines en courant des kilomètres. Pourquoi ce protocole nous dit soudainement de faire des mouvements lents, presque imperceptibles au niveau du corps? C'est un paradoxe fondamental, et je vous l'accorde, c'est très contre-intuitif. Totalement. Mais pensez à l'état de la personne qui est ciblée par ce protocole. Son système nerveux est déjà épuisé. Son axe du stress, là, l'alarme incendie dont on parlait, tourne déjà à plein régime. Ah, c'est vrai, elle est en mode survie. Voilà. Si vous prenez ce corps, qui est déjà persuadé d'être pourchassé par un tigre, et que vous lui imposez une séance de crossfit ou de course à pied intense, comment le cerveau va-t-il l'interpréter? Bah, comme une confirmation de la menace. Exactement. Le cerveau va se dire « Ah bah, on court, donc on fuit vraiment un truc dangereux. Et bingo, vous générez un pic de cortisol colossal. Vous aggravez le vol de la progestérone au lieu de le calmer. » Ah ouais, c'est contre-productif au possible, en fait. Totalement. À l'inverse, si vous faites des mouvements lents, circulaires, axés sur une respiration très profonde, vous stimulez le nerf vague. Et ça fait quoi? Ça envoie le signal suivant au cerveau. Regarde, je peux bouger doucement, avec fluidité, je prends mon temps, donc tout va bien. Nous sommes en totale sécurité. C'est comme de la psychologie inversée pour le cerveau. C'est ça. Et c'est uniquement lorsque le système nerveux bascule dans ce mode-là, le mode parasympathique, le repos profond, que les fascias et les muscles lisses du bassin peuvent réellement relâcher la tension. C'est un changement de mentalité énorme. Faire moins, mais le faire de manière à rassurer son propre système nerveux. C'est la clé de la guérison tissulaire. Ok. Ensuite, il y a la question de la supplémentation. Il faut noter ici, en toute transparence, que l'auteur prescrit spécifiquement une marque dans son document, Forever Living. Oui, il a ses recommandations précises. Mais indépendamment de la marque en soi, si on s'en tient strictement aux objectifs biologiques qu'il vise, qu'est-ce qu'il essaye de réparer avec ses produits? La logique biologique derrière ce choix, c'est vraiment de réparer les dégâts laissés par l'inflammation chronique. Ok. Par exemple, il préconise du gel d'aloe vera pur. L'objectif mécanique, il est double. D'abord, tapisser et cicatriser la muqueuse de l'intestin, qui a été héritée. L'intestin qui souffrait par sympathie tout à l'heure. Exactement. Et ensuite, soutenir le foie dans son travail de drainage et de filtration. D'accord. Il inclut aussi des complexes pour l'équilibre neuro-hormonal et de la gelée royale. Ah, la gelée royale. J'imagine que ça cible directement le système reproducteur, Sad. Tout à fait. Le but, c'est d'apporter les micronutriments très spécifiques pour calmer l'axe neuro-hormonal et venir nourrir la glande ovarienne, Pour qu'elle redémarre l'usine. pour qu'elle puisse reprendre sa production de progestérone de manière autonome, oui. Et enfin, il y a un apport ciblé en oméga 3. Pour l'inflammation, Oui, les essais de bras essentiels sont cruciaux ici pour assouplir les parois vasculaires. Ça permet de relancer la microcirculation du sang dans le bassin qui est enflammé. bon, au niveau physiologique, c'est limpide. C'est une vraie stratégie de reconquête du terrain. C'est ça? Mais je dois avouer que là où mon esprit un peu plus analytique a commencé à coincer dans la lecture, Je sens venir la question. c'est sur la dimension émotionnelle du protocole. Ah oui? L'auteur parle d'héritage transgénérationnel cristallisé dans les tissus. L'idée que les traumatismes de nos mères ou de nos grands-mères viendraient se nicher physiquement dans l'utérus sous forme de fibromes. Je comprends que ça fasse tiquer. Je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent vont lever les sourcils très haut ici.
Comment le texte justifie-t-il ça d'un point de vue strictement neurobiologique, au-delà de la belle métaphore spirituelle, je veux dire? C'est une réaction très saine de se poser la question. Et heureusement, la science moderne, et plus particulièrement l'épigénétique, commence à fournir des mécanismes très clairs là-dessus. Ah, l'épigénétique vient à la rescousse! Oui, nous savons aujourd'hui de manière prouvée que des traumatismes sévères peuvent modifier l'expression de nos gènes. Sans modifier l'ADN lui-même, mais la façon dont il s'exprime. Exactement. Ces marqueurs épigénétiques, ils dictent notamment notre niveau de réactivité au stress. Et ça peut effectivement être transmis d'une génération à l'autre. Attendez, donc ce n'est pas le souvenir du trauma lui-même dont j'hérite. Genre, je me souviens pas de l'événement. Non, pas du tout. J'hérite de la réactivité au stress de ma lignée. C'est exactement ça. Si votre système nerveux hérite d'une hypersensibilité au danger, vous passez beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent en mode survie. Ah, et la boucle est bouclée. Et oui, on a vu ce que fait le mode survie. Il bloque le flux sanguin vers le bassin, il vole la progestérone et il contracte violemment les muscles lisses. C'est fascinant. L'utérus n'est pas une espèce de boîte mystique magique, c'est un muscle, et un muscle extrêmement réactif aux décharges d'adrénaline. Donc la mémoire dont on parle dans le texte, C'est un schéma de tension neuromusculaire chronique. Et à force de rester tendu, ça finit par altérer la structure physique des tissus. d'accord. Ramener à la mécanique du stress chronique et de l'épigénétique, cette idée de mémoire ancestrale devient parfaitement logique. C'est de la biologie pure. Et c'est pour ça que le protocole intègre des outils très concrets d'extériorisation, comme l'exercice de la lettre à son utérus. Tout à fait. C'est pas juste un truc poétique de développement personnel, c'est une vraie technique de décharge cognitive pour faire baisser le stress. C'est un outil pour reprogrammer le système nerveux. Alors justement, comment est-ce qu'on intègre toutes ces découvertes, l'alimentation, le mouvement, le stress, dans une vie où on court déjà du matin au soir? C'est le défi. Et c'est là tout le but du fameux protocole de 21 jours. Et ce qui m'a surpris en lisant la feuille de route, c'est que ça ne commence même pas au jour 1, Ah non, ça commence par ce qu'il appelle la phase 0. de J-1 à J0. C'est ça. On ne change pas un métabolisme qui est en crise depuis des années du jour au lendemain. Cette phase de préparation, elle est vitale. Qu'est-ce qu'on y fait? On crée un espace de sécurité physique et mentale. On nettoie son espace de vie, on prend un bain aux plantes pour marquer le coup, on définit une intention claire. On prépare le terrain mental en fait. Voilà. Ensuite, le protocole se divise en 3 séquences très précises de 7 jours. Alors, la phase 1 de G1 à J7 a pour mot d'ordre d'apaiser. Donc là, j'imagine qu'on calme le système nerveux et on réduit le feu inflammatoire avec l'alimentation, comme on l'a vu. C'est exactement ça. Ensuite, phase 2, de G8 à J14. Là, on se concentre sur la circulation. C'est là qu'on relance la lymphe et le sang, avec le fameux mouvement lent et rassurant. Ok. Et enfin, la phase 3, de G15 à G21, c'est libérer et ancrer, pour clôturer les nœuds émotionnels. Le parcours est très bien pensé chronologiquement. Mais au-delà de cette chronologie, ce sont les routines quotidiennes qui m'intriguent vraiment. Lesquels? Par exemple, l'application d'un cataplasme d'huile de ricin tiède, directement sur le bas-ventre. Ah, la fameuse huile de ricin. Pourquoi spécifiquement de l'huile de ricin? Pourquoi pas de l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce? Qu'est-ce que ça fait physiologiquement parlant? C'est très précis. L'huile de ricin contient un composant très particulier qu'on ne trouve quasiment que là, l'acide ricinoléique. L'acide ricinoléique, ok. Contrairement à beaucoup d'autres huiles de massage, cet acide gras a un poids moléculaire qui lui permet de pénétrer très profondément le derme. Il traverse la peau. Il va jusqu'au système lymphatique sous-jacent. Et couplé à la chaleur du cataplasme, qui va dilater les vaisseaux, l'acide ricinoléique stimule littéralement le mouvement de la lymphe. Incroyable. Il booste même la production de lymphocytes, vous savez, les cellules qui nettoient les déchets du corps. D'accord. Donc ça crée un drainage localisé hyper puissant directement sur notre fameux marécage pelvien. C'est exactement l'idée. C'est une pompe de nettoyage externe. C'est brillant. Et puis, il y a ma recommandation préférée de tout le texte. J'adore cette idée. La sieste ovarienne. Ah oui, le moment de pause. Le protocole demande de s'allonger 15 minutes tous les jours, entre 13h et 15h, avec les yeux complètement bandés. Mhm. Déjà trouver 15 minutes au bureau à 14h, c'est un challenge. Mais passons. Pourquoi ce créneau horaire précis? Parce que c'est le moment de la journée où notre rythme circadien connaît une baisse naturelle. Un léger creux physiologique de cortisol. Le fameux coup de barre de l'après-midi. Voilà. Et en se bandant les yeux, on fait quelque chose de crucial. On coupe l'arrivée de la lumière au nerf optique. Ce qui fait quoi au cerveau? Ça signale immédiatement à la glande pinéale de commencer à induire un état de repos. On hack le système en quelque sorte.
Ah, malin! Ces 15 minutes suffisent à court-circuiter la boucle de stress continue de la journée. C'est vraiment un bouton reset physiologique pour l'axe de stress du cerveau. C'est fou qu'une chose aussi simple ait un impact aussi profond, Oui, mais je dois revenir sur l'aspect presque rituel de tout ça. allez-y. Parce que créer un cocon avec une bougie ou brûler une lettre qui représente un fardeau émotionnel, biologiquement parlant, est-ce que ça a vraiment un impact ou est-ce que c'est purement symbolique pour se faire du bien au moral? C'est là qu'intervient toute la beauté de la neuroplasticité. L'effet placebo, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas rien du tout. C'est un mécanisme biologique majeur et mesurable. Ah oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est juste l'effet placebo pour le dévaloriser. Alors que c'est très puissant. Le cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, il ne fait aucune différence entre un rituel symbolique de sécurité et une sécurité physique réelle. Donc quand je brûle ma lettre, Quand vous accomplissez un rituel de relâchement, vous signalez physiquement à votre cerveau que le danger est passé, le tigre est parti. et le cerveau obéit, Il abaisse le cortisol. Et du coup, il permet aux hormones reproductives de circuler à nouveau normalement. Ces rituels, ils reprogramment littéralement la réponse de stress du corps. c'est une façon fantastique de voir les choses. L'esprit et la matière qui travaillent vraiment en tandem. Totalement. Pour résumer un peu cette exploration vertigineuse, parce qu'on a vu énormément de choses, Oui, c'est dense. s'il y a un seul grand message clé à retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que la santé ne se résume définitivement pas à éliminer un symptôme de manière mécanique. Non, on l'a bien vu. Un kyste ou un fibrome, ce n'est pas juste une erreur qu'il faut couper, c'est un messager. Mhm. C'est l'histoire globale d'un corps qui tend désespérément de rééquilibrer un terrain saturé par notre environnement moderne, nos perturbateurs endocriniens et nos émotions tues. C'est vraiment ça. C'est une invitation à ramener de la fluidité là où l'eau du fameux delta s'est complètement figée. C'est un très beau résumé. Et d'ailleurs, cela nous amène à une réflexion beaucoup plus large, je trouve. Hein, je vous écoute. Une question qui mérite vraiment d'être méditée par tout le monde. Allez-y. Nous venons de voir comment le tissu musculaire lisse de l'utérus est capable d'archiver physiquement un stress chronique et des peurs, sous la forme de masse solide. Oui. Si notre biologie est capable d'une telle mémoire cellulaire, Mhm. quelles autres douleurs chroniques, inflammations ou même maux inexpliqués de notre société moderne ne sont en réalité que des mémoires silencieuses, cherchant désespérément un moyen d'expression physique, Waouh. Quelle perspective. n'est-ce pas? Ça donne vraiment à réfléchir. Et ça nous ramène à cette radiographie cassée dont nous parlions au tout début de l'émission. Exactement. Peut-être que pour lire les véritables histoires de nos tissus vivants, on ne peut pas utiliser une simple machine. Il faut avant tout réapprendre à écouter. C'est le mot de la fin idéal. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui, c'était passionnant. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie. Prenez soin de vous et surtout, écoutez ce que votre corps essaie de vous dire.